Bienvenue dans cette interview exclusive qui va vous transporter au cœur de la Thaïlande et des rêves d'expatriation. Aujourd'hui, je reçois Aina, une entrepreneuse inspirante qui a tout quitté pour se réinventer à Bangkok. Imaginez quitter un poste confortable, apprendre une nouvelle langue et bâtir sa vie dans un pays étranger. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait. Vous allez découvrir son parcours captivant de Madagascar à la France pour finalement atterrir dans le pays du sourire. Entre anecdotes culturelles, défis d'expatriation et secrets pour réussir son installation en Thaïlande, cette vidéo va vous captiver de bout en bout. Alors restez bien jusqu'à la fin car les clés pour réussir votre propre aventure en Thaïlande vous attendent ici. On s'est aperçu que les Thaïlandais, ils ne voulaient jamais perdre la face et dire non. Parce qu'ils n'ont pas compris ou des choses comme ça, donc ils vont toujours te dire oui, toujours oui. Je serais curieux de savoir d'où tu viens, quel a été ton parcours scolaire, si tu as déjà travaillé en France et pourquoi, quelle opportunité t'a permis de t'expatrier aujourd'hui en Thaïlande. Ok. Alors j'ai commencé, en fait je suis née à Madagascar, je suis née à Tana, dans la capitale pour être précis. J'ai fait toute mon année scolaire dans un lycée français à Tana et je suis partie à mes 18 ans, je suis partie à Paris pour poursuivre mes études tout simplement, où là j'ai été dans un IUT, tech de commercialisation, et après j'ai poursuivi en psychologie, en ressources humaines, et pour travailler finalement dans les ressources humaines. Moi j'ai travaillé tout le temps en fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai démarré en alternance en RH et après par la suite j'ai travaillé dans différentes sociétés et la dernière en date c'était chez Ikea où j'étais donc dans les RH où je gérais vraiment le développement des compétences des managers, je m'occupais du recrutement, de différentes missions en tout cas. Et puis, un jour, mon mari m'informe qu'il a une opportunité de travailler, pas de travailler parce que lui était entrepreneur, a toujours été entrepreneur. Et effectivement, en discutant, il me dit que un de ses partenaires lui propose de créer une agence web. Mais à Bangkok, parce qu'en fait à Paris il a son agence web et effectivement l'idée c'était de dupliquer un peu ce modèle économique qu'il avait sur Paris, le dupliquer en Thaïlande en proposant le même type de service. Et puis on s'est dit pourquoi pas. C'est une opportunité. Voilà, en fait, on s'est pas vraiment posé plus de questions que ça. On s'est dit, on va tenter l'aventure. Et donc, moi, j'ai quitté mon emploi dans les ressources humaines, une promotion qui m'attendait. Je suis arrivée, moi, j'ai démissionné de mon poste en tant que RH et je suis arrivée en Thaïlande, à Bangkok, plus précisément, où, j'ai plus été là pour soutenir la famille parce que notre fille, elle avait 7 ans à l'époque et je me suis dit c'est peut-être l'occasion aussi pour moi peut-être de revoir un peu mon projet, de revoir un peu ce que je voulais faire finalement. Et d'apprendre l'anglais parce que je suis arrivée en Thaïlande sans forcément parler anglais et puis de prendre aussi du temps pour moi, de réfléchir à ce que je voulais faire. Et puis c'est vrai qu'en Thaïlande, il faut le dire, c'est pas évident de trouver un emploi, en tout cas dans les ressources humaines, parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a tout ce qui est juridique, c'est compliqué et je ne sais pas si j'aurais pu exercer le métier. Peu importe, mais en tout cas j'avais décidé de le suivre. D'accord, ouais, donc c'était une opportunité de ton conjoint, de ton mari. Ok, d'accord. Ça n'a pas été dur de te dire, ok, j'ai un CDI, j'ai la sécurité de l'emploi, comme tous mes collègues me le disent. Tellement on a dû te le dire, t'as de la chance d'avoir un CDI, c'est cool. Et ça n'a pas été dur du coup de démissionner ce poste? Pour rien te cacher, c'est vrai que c'était
J'ai hésité, on a hésité. La décision me revenait entre guillemets parce que lui, il avait son opportunité de business et voilà, c'était entre guillemets, c'était un peu à moi de décider si je voulais quitter. Et puis surtout, j'avais une promotion qui m'attendait, donc c'était tout le voilà, c'était 12 ans d'expérience. J'aboutissais enfin à quelque chose qui allait encore plus m'épanouir et j'allais mettre tout ça de côté. Donc je me retrouvais déjà, j'arrivais en Thaïlande, je connais pas la langue, j'ai plus de travail. Socialement, c'est plus compliqué. Et puis je suis quelqu'un qui a toujours été indépendante, même financièrement. Puis il y avait la sécurité, comme tu dis, la sécurité de l'emploi où j'avais ce CDI. Et puis Ekia, c'est une grosse boîte, donc c'est hyper valorisant. Enfin voilà. Et puis j'aimais ce que je faisais. Là, je quittais pas l'emploi parce que j'aimais plus mes collègues. Là, c'était vraiment tout autre chose. Donc ouais, ça a été quand même un deuil entre guillemets de tout ce que j'ai fait en France. Donc ça a été très dur, effectivement. Les premiers temps, ça a été très dur, effectivement. Ouais. D'accord. Ça faisait combien de temps que tu étais en CDI ? Plus de 5 ans, il me semble. Ok, plus de 5 ans. Quand ils voulaient te proposer une promotion, ils te l'ont proposé quand tu leur as dit que tu allais partir ou c'était avant ? Non, juste avant. Un mois. Ok, d'accord. Un mois avant, donc c'était horrible. J'ai dit, là, en fait, voilà, j'ai dû être franche et leur dire que malheureusement, je pourrais pas accepter. Ok. Comment ça s'est passé pour donc c'est ton fils, hein ? C'est un garçon ? C'est une fille. Hein. C'est une fille. Ta fille, elle avait 7 ans, donc elle était scolarisée. Elle était en CE1, CP ? C'est ça, ouais. CE1, exactement, CE1. Ok, et ça c'est... Je serais curieux de savoir comment est-ce que tu l'as prévenu, tu lui as demandé, est-ce que ça te dirait qu'on aille habiter ailleurs ? Ouais, c'était pas évident du tout en fait. D'ailleurs, c'est un moment qui m'a énormément marqué parce que quand on est arrivé en Thaïlande, enfin à Bangkok, quelques semaines après, elle me dit mais pourquoi est-ce qu'on a tout quitté en France ? Et donc c'est vrai que c'est pas évident de leur expliquer nos choix. Et ouais, elle avait 6 ans et demi quand on est parti. On lui a expliqué qu'on partait, qu'on allait quitter. Moi, je suis très famille, en tout cas avec toute ma famille est à Paris. Donc il y avait les cousins. Enfin voilà, c'est très convivial. Et ouais, ça n'a pas été évident en tout cas pour elle dans les premiers temps. Il fallait lui expliquer et prendre ce temps, l'accompagner. Et c'est aussi pour ça que finalement, je me suis dit, je vais me concentrer vraiment à son épanouissement et l'aider du mieux que je peux, en tout cas, pour qu'elle vive l'expérience à Bangkok et que tout se passe bien finalement. Ouais, prendre plus de temps à ses côtés que tu n'en prenais avant, du coup, pour essayer de compenser la chose. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes en Thaïlande ? Ça va faire un peu plus de 5 ans, 5 ans et demi. Ok, donc maintenant, elle a quel âge ta fille ? Là, elle a 12 ans. Ok. Et du coup, tu lui as posé la question quelques temps après d'être arrivée en Thaïlande. Qu'est-ce qu'elle préfère, la Thaïlande ou la France ? Alors au départ, c'était la Thaïlande, la France, parce que forcément, elle voulait rentrer en France. Et puis après, nous, on a eu, tout le monde a eu le Covid, donc ça a compliqué encore plus son intégration parce que faut savoir que ici, l'école à la maison, ça a duré, je crois que ça a duré presque 2 ans, si je me trompe pas, 1 an et demi, peut-être pas exagéré, mais ouais, 1 an et demi online. Donc ça a été encore plus compliqué pour elle. Mais voilà, après cet épisode, si tu lui poserais la question, elle est hyper bien intégrée, elle adore la Thaïlande. Je pense qu'aujourd'hui, tout comme nous, elle se voit pas revenir en tout cas en France ou à Madagascar si l'opportunité se présente. D'accord. Elle t'a déjà dit ce qu'elle aimait en Thaïlande ? Ouais, elle me dit que qu'il fait beau tout le temps, donc ça elle adore. Et puis l'école, elle est au lycée français. Et c'est vrai que c'est une super expérience, les copains, la simplicité des choses aussi.
C'est-à-dire, voilà, être à côté, il y a sa meilleure copine qui habite à côté. Enfin, les choses sont peut-être plus simples, en tout cas, ici. Enfin, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle adore. Et aussi parce que on a la chance. J'ai mis ma fille à la danse latine. Et donc, elle est dans un club de danse où elle est accompagnée par vraiment des professionnels. Voilà, je pense que en Thaïlande, je peux me permettre effectivement de lui offrir cette opportunité. Et voilà, elle est super contente en tout cas. Voilà, d'avoir ces cours en tout cas de danse latine. C'est plusieurs choses en tout cas qui lui plaît. C'est super intéressant. Du coup, en gros, elle apprécie mieux l'école à Bangkok qu'en France. Alors, je sais pas si elle a encore un souvenir de ce qui s'est passé parce qu'elle était en petite section. Alors en CP, ça se passait pas forcément très très bien à certains moments. Alors c'est vrai que des fois, elle me parle de certains épisodes quand elle était en CP. Mais en tout cas, là où j'en suis sûre, c'est qu'ici, en tout cas, je vois qu'elle est complètement épanouie au lycée français, enfin en tout cas à l'école. Super intéressant. Surtout, c'est vrai que c'est un petit peu peut-être ça qui nous ferait freiner de partir à l'autre bout du monde, surtout pour les enfants, voir comment est-ce qu'ils vont le vivre et tout. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que comme ce sont des gamins, bah du coup, ils ont une force, une capacité énorme à s'adapter. Donc en fait, ça roule comme sur des roulettes, je dirais. Complètement. Moi, ma fille, du coup, elle est arrivée, elle parlait pas un mot d'anglais. Aujourd'hui, elle est bilingue. Enfin, waouh, incroyable. Incroyable. Enfin, tu verrais la différence. Elle est bilingue depuis peut-être il y a plus de 2-3 ans. Donc, elle a cette capacité à aborder les gens. Elle a cette ouverture d'esprit, mais je pense que pas uniquement ma fille, hein, mais il y a une telle mixité en fait dans l'établissement où elle est. Je pense dans toutes les écoles internationales, en tout cas sur Bangkok, et je pense aussi ailleurs, à Pattaya ou ailleurs, il y a une telle mixité que je trouve qu'aujourd'hui, les enfants, en tout cas, sont d'une ouverture d'esprit et ils arrivent tellement à s'adapter facilement et ils vont voir les gens facilement et ne pas hésiter à demander les choses. Voilà, c'est fascinant. Comme tu disais, ils s'adaptent tellement vite en fait. Les Thaïlandais adorent les boissons gazeuses aromatisées au basilic. Au basilic, faux. Et ouais, c'est faux. Bien que le basilic soit utilisé en cuisine, il n'est pas courant dans les boissons gazeuses. Ouais. En Thaïlande, les élèves doivent réciter le serment d'allégeance chaque matin à l'école. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les élèves thaïlandais, ils récitent tous les matins un serment d'allégeance, qui est super mignon d'ailleurs quand on voit ça. Les Thaïlandais croient que les esprits résident dans les grands arbres, ce qui les rend sacrés. Je dirais oui, parce que c'est vrai que souvent ils mettent des choses autour des arbres, donc je dirais oui. Ah, c'est vrai, je savais pas. Certains grands arbres sont considérés comme sacrés car ils sont censés arbitrer des esprits. Ouais, et rien que pour ça, rien que pour être bilingue, ça vaut tout l'or du monde. De s'être expatrié en Thaïlande. Bah, merci Aina, en tout cas, tu m'as poussé à aller vivre en Thaïlande, rien que pour mon enfant de 4 ans, pour lui faire découvrir quelque chose d'autre. Puis puis cette ouverture d'esprit, c'est comme tu dis, hein, je pense aussi que dans un lycée privé, on va dire en Thaïlande, je pense que des enfants qui évoluent dans une école Thaïlande en privé aura une meilleure ouverture d'esprit pour plus tard et ça va l'aider professionnellement, mais aussi à se trouver. Complètement. Ça joue sur tous les niveaux et je pense que là-dessus, il n'y a pas photo. Ouais, je suis complètement d'accord sur ça. Tu payes combien? Alors là, c'est la question. Alors c'est, on va dire aujourd'hui, le petit bémol. Avec mon mari, on est tous les deux entrepreneurs. Donc forcément, c'est nous qui payons On n'est pas vraiment expatriés dans le sens où on a été envoyé en Thaïlande avec une entreprise effectivement qui, alors c'est pas systématique, mais des fois, tu as les entreprises qui te payent l'école. Alors, il faut savoir que le lycée français, c'est l'un des moins chers. Avec le lycée français, le collège, on paye 12 000 € l'année. 12 000 € l'année? Ouais. Ça fait 1 000 € par mois? Ouais, c'est ça.
Donc la cantine, tout. Ok, c'est incroyable. Je pensais que c'était 500 €. Mais ouais. Ouais, alors, je pense que, par exemple, à Koh Samui, tu as un lycée français aussi, qui est un peu moins cher. C'est ça que j'avais vu. Ouais, mais là, le lycée français sur Bangkok, quand on avait comparé il y a 5 ans, on avait vu effectivement, ils n'étaient pas à 1200, enfin, ils n'étaient pas à 12 000 €. Hein, on était à 10 000 € je crois, l'année. D'accord. Ça reste quand même un certain prix. Après, il faut savoir que tu as des écoles qui sont à 18 000. Enfin, c'est vraiment l'un des moins chers. Et si tu veux scolariser dans un système français, c'est le seul en fait. Voilà. Ok, donc on peut se dire un budget 1 000 € par mois pour l'école. Tout à fait. Ok, top. Donc maintenant, tu es super bien installé. Quand tu partais en Thaïlande, tu m'as dit que tu as commencé à rechercher un emploi pour travailler en tant que salarié à Bangkok au début, c'est ça? Plus ou moins. J'avais regardé un peu. Alors, moi, j'adore le secteur des ressources humaines, forcément. Donc, je voulais retrouver dans ce domaine-là. Mais j'ai vu rapidement que c'était pas possible parce qu'il y avait la barrière de la langue. Ouais, c'était dur. Et donc voilà, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis voilà, trouver un emploi en Thaïlande, c'est quand même, on va pas dire que c'est impossible, mais c'est compliqué. Quand tu es expatrié, enfin quand tu es étranger, parce que une entreprise, quand elle embauche un étranger, paye beaucoup plus de taxes. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus compliqué en tout cas. Même si c'est possible, ça reste quand même difficile de trouver, on va dire, un poste fixe à Bangkok. Ouais, après tu as des secteurs... je sais, dans la restauration, en tant que manager, tu as beaucoup de postes en tant que manager, tu as chef pâtissier ou des choses comme ça. Je pense que dans l'hôtellerie aussi, je pense que tu as pas mal d'étrangers qui sont embauchés. Mais moi, en tout cas, pour ce que je voulais faire, j'avais pas forcément d'opportunité. D'accord, ok. Et donc, comment tu as fait pour t'épanouir pleinement à un emploi? Tu t'es mis en mode Ikigai, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoute, moi, j'ai aidé mon mari dans son activité. J'ai géré un peu, voilà, toute la partie un peu administrative, comptabilité, gérer les réseaux sociaux, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. J'aime bien ce que je fais, surtout, en tout cas, la partie stratégie, réseaux sociaux. Et puis, je me suis dit que il était peut-être temps de revoir un peu ce que je voulais faire. Et puis ça, c'est arrivé peut-être au bout de 2 ans quand on est arrivé. D'accord. Et j'ai décidé de me former grâce à un organisme de formation qui s'appelle La Tribu Digitale, qui offre justement l'opportunité à des mamans de se former à distance. Donc moi, je me suis formée dans le web marketing. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de me former et en même temps d'ouvrir du coup ma boîte, en tout cas mon agence social media spécialisée vraiment sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est comme ça en fait tout le cheminement. D'accord, c'est super intéressant. Donc ton mari, il a sa propre boîte et toi, tu as aussi ta propre boîte. Exactement. Comme ça, tu es vraiment indépendante comme tu as toujours été. Toujours, exactement. Alors c'est compliqué au départ en tant qu'entrepreneur, comme beaucoup de monde. Aujourd'hui, oui, j'arrive à en vivre, donc je suis ravie. Mais oui, on est 2 entrepreneurs à la maison. C'est super. Donc c'était vraiment une reconversion professionnelle puisque bon, RH, marketing, c'est 2 choses différentes, surtout web marketing. Ta formation, elle a duré combien de temps et ça coûte combien pour une personne qui souhaite se former en web marketing, par exemple? Alors, la formation a duré 4 mois, si je me trompe pas. C'est une formation qui te donne un certificat à la fin, donc tu passes devant un jury, enfin en ligne en tout cas. De mémoire, je crois qu'elle est à un peu plus de 2500 €, je crois, la formation. D'accord. Ok, et donc en fait, on t'aide à ouvrir ta propre agence marketing, c'est ça? Là, c'est vraiment la formation
théorique et pratique sur vraiment comment développer ta stratégie web marketing. Donc voilà, on avait un cas pratique au démarrage de la formation, avec une société qui était d'accord pour justement qu'on puisse travailler sur toute cette partie web marketing, et puis à la fin on devait présenter la stratégie qu'on a mis en place, voilà, avec les différentes actions, les différents leviers web marketing, le budget, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Ok, c'est super intéressant. Donc tu as eu ton diplôme, tu as eu ton certificat. Oui. Comment ça s'est passé après? Tu t'es dit, je vais ouvrir tout de suite ma boîte, ou tu as commencé en tant que freelance à proposer tes services? Alors, quand j'ai obtenu mon certificat, j'ai pris contact avec un cabinet d'avocats qui aide en fait des entrepreneurs à ouvrir leur société en Thaïlande. Alors j'ai fait ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je travaille avec une société qui est implantée à Bangkok, et il fallait que j'aie un SIRET, donc il fallait vraiment que j'existe, en tout cas que mon entité existe en Thaïlande. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que il me fallait aussi un visa de travail, voilà, parce que j'en avais plus, et du coup je me suis dit c'est l'opportunité effectivement de créer ma société et d'avoir mon work permit. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé effectivement de créer ma boîte. D'accord, oui, oui, c'est vrai. Ouais, ce cabinet t'aide vraiment de A à Z. Donc c'est un cabinet d'avocats qui est un cabinet fiscaliste et en même temps un cabinet comptable. Donc il me gère, il me traite et m'aide vraiment dans toutes les questions administratives, comptables. Enfin voilà, c'est voilà, le fondateur est français, et voilà, donc c'est top, quoi. D'accord. Ça t'aide aussi à avoir ton visa, que tu as un work permit. Et c'est quoi comme type de visa que tu as? Alors c'est un work permit. C'est le visa de travail? Ouais, c'est un visa de travail, exactement. Ouais. Qui est renouvelé tous les ans. D'accord. À partir du moment où toi, ta société reste à Bangkok, tu peux rester indéfiniment en Thaïlande. Voilà, tout à fait. Si tous les ans je renouvelle mon visa avec tous les éléments qui prouvent que j'ai bien mon activité, ma société en tout cas, j'ai automatiquement, enfin il faut faire une démarche, mais en tout cas, oui, j'ai mon work permit, mon visa de travail. Il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire ou pas? Non. Non, ok. Du tout. La société m'appartient, mais j'ai aussi un Thaï, parce que tu dois t'associer avec un Thaï en tout cas. Oh, j'avais une question, je me demandais, donc ton homme il avait une agence en France, maintenant il a une agence aussi en Thaïlande. Est-ce qu'il a décidé d'arrêter complètement la filiale en France ou pas? Alors oui, c'est récent en plus. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, il a fermé en tout cas l'agence web à Paris, parce que voilà, c'était plus compliqué. Et puis c'est une URL, donc voilà, c'est très compliqué. Et puis après, avec l'arrivée du Covid, juste après, c'était compliqué de renouveler des contrats. La situation économique fait que en France, en tout cas, tu ne payes pas les mêmes charges. En tout cas, voilà, c'est plusieurs choses qui ont fait que aujourd'hui, il a arrêté son activité à Paris. Aussi parce que aujourd'hui, il est dans un autre domaine qui a rien à voir. Il est dans tout ce qui est Web3, gaming. Donc, il est complètement focus là-dessus. C'est aussi la raison pour laquelle il a fermé son autre activité. Quel est le surnom donné à la Thaïlande? Le pays du sourire? Ouais, c'est ça. Et il y en a même un autre. C'est la Thaïlande est surnommée le pays du sourire et le bol de riz de l'Asie en raison de sa production agricole et de l'hospitalité de ses habitants. Ah je savais pas, le bol de riz. Oh, moi qui en consomme énormément, donc c'est bien. Ouais. Quel festival unique en Thaïlande implique des singes? Des singes? Bonne question. Et pour te mettre sur la voie, une ville qui te parle.
où il y aurait des singes? Je sais qu'à un moment donné, dans le Nord, je crois, il y avait pas mal d'invasions de singes, mais je pourrais pas te dire où. J'ai pas fait attention. Hein. C'est le festival du buffet des singes qui se tient chaque année à Lopburi, où les singes sont invités à se régaler d'une abondance de nourriture préparée par les habitants. D'accord, ok. Mais reste à voir si c'est toujours d'actualité, parce qu'à cause de ça, je suis déjà allé à Lopburi et c'est incroyable. Il y a énormément de singes et il y a même des clans de singes. Ça veut dire qu'il y a des immeubles où il y a un clan de singes et un autre immeuble où il y a un autre clan de singes et ils peuvent pas se blairer et puis c'est toujours la guerre. Ouais, d'accord, à ce point. Et à chaque fois, les touristes, ils venaient, ils leur donnaient à manger, etc. Et puis, au fil des années, c'est devenu très problématique pour les commerçants parce que du coup, ils défilent dans la rue, ils volent, ils pillent tout en fait. Et puis, ils ont fait une intervention où ils ont pris énormément de singes, ils les ont mis ailleurs. C'était assez fort. Et c'est sur combien de jours? C'est c'est un festival qui dure un jour? Là, il n'y a pas écrit, mais c'est chaque année. C'est le festival du buffet des singes. Mais je pense qu'ils ont dû l'arrêter, hein, parce que ça a causé beaucoup de problèmes. Ouais. Quel fruit est célèbre en Thaïlande pour son odeur forte? Le durian? Ouais, le durian est célèbre pour son odeur puissante, souvent comparée à celle de la pourriture. D'accord. Mais il est apprécié par son goût sucré. J'aurais dit au gaz. Ouais. C'est vrai que ça a une odeur de gaz. T'es team durian ou pas? Pas trop. J'ai team mangue, mais non. J'ai goûté une fois et pourtant je suis pas du tout difficile. Non, j'ai pas renouvelé l'expérience. D'accord, j'adore le durian, c'est incroyable. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est super bon. C'est waouh, c'est incroyable. C'est l'odeur, le goût, faut pas en manger trop apparemment. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'il fallait pas trop en prendre, ni avec de l'alcool, si j'ai bien compris. Exactement, c'est pas bon avec l'alcool. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut le savoir. D'accord. En des mots simples, tu saurais m'expliquer ce qu'est le Web 3? Alors, le Web 3, je vais essayer de t'expliquer. C'est juste après le Web 2, donc Internet, ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Web 3, ça permet en fait tout simplement d'éviter tous les intermédiaires que tu peux avoir sur le web, tout simplement. Notamment, par exemple, comme Facebook, toutes ces entreprises qui aujourd'hui font partie un peu de l'écosystème, du web. En fait, aujourd'hui, tout ça dans le Web 3 n'existe plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des informations, tu n'as plus d'intermédiaire entre la personne qui donne l'information et la personne qui la reçoit. En tout cas, c'est toi qui gères les informations comme tu l'entends. Voilà, donc c'est un peu ça le Web 3. C'est la nouvelle étape après le Web 2 qui est donc Internet actuellement. Avec toutes les grosses boîtes comme Facebook, Amazon, Google. Donc, dans le Web 3, tu n'as plus donc ces grosses sociétés qui gèrent toutes les données finalement des individus. Une entreprise qui veut faire appel à tes services, c'est quoi exactement son besoin fondamental? Au départ, moi, j'ai créé mon agence parce que mon idée, c'était effectivement d'accompagner les entreprises pour justement qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Donc, gérer vraiment de manière gérer leurs réseaux sociaux, les plateformes, etc. Gérer la stratégie. Ça, c'était vraiment mon offre principale. Aujourd'hui, pour ces clients-là, donc c'est ce que je continue à faire. Mais aujourd'hui, je suis plus tournée vers l'intelligence artificielle où j'accompagne des entreprises à intégrer l'IA dans tous leurs process, que ce soit administratif, leurs mails, leur gestion commerciale, leurs réseaux sociaux aussi. Tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je propose en plus. D'accord. J'ai vu tes posts sur LinkedIn, ils sont super intéressants et bien garnis. Merci. D'accord. Ça t'arrive de travailler avec des clients français aussi, du coup? Oui.
Bah oui, du coup. Alors c'est vrai que les deux entreprises, même s'ils sont implantés en Thaïlande, je travaille énormément avec les managers qui gèrent, pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément de service marketing, mais en tout cas, je traite énormément avec eux. Alors des fois, c'est vrai qu'on switch anglais, français, mais et puis je continue en tout cas. Là aujourd'hui, j'accompagne des community managers qui sont pour le coup entrepreneurs, mais en France. Donc là, là c'est vraiment des Français, enfin en tout cas des francophones. Tu les accompagnes à quoi? À faire une transition dans l'IA? C'est ça, tout à fait, complètement. Okay. Aujourd'hui, je leur livre un peu toute mon expérience parce que ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai intégré l'IA quand j'étais community manager et je leur propose vraiment une formation. Donc, ils ont une formation qu'ils peuvent suivre de manière asynchrone et ils ont un coaching toutes les semaines où on aborde un peu les difficultés qu'ils ont pu avoir, on revoit certaines choses, mais en tout cas, l'idée c'est de leur permettre de scaler leur business en utilisant ChatGPT et d'autres outils, parce que j'utilise aussi d'autres outils, de leur permettre aujourd'hui de devenir un community manager 2.0. Voilà, c'est vraiment le but. D'accord. J'aime bien ce cocktail-là de formation asynchrone où tu peux suivre la formation vraiment à ton propre rythme et le coaching hebdomadaire surtout. C'est vraiment le bon combo. Ça permet que si on a des questions, j'imagine que c'est 1 heure les coachings avec toi, ça permet vraiment de creuser en profondeur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est entrepreneur, donc comme les community managers que tu accompagnes, on se ressent souvent seul et parfois avoir un avis extérieur, une personne vraiment extérieure de ton entreprise, ça te permet toi de prendre de la hauteur. Et parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on est souvent la tête dans le guidon et du coup avoir une personne avec qui on peut parler et qui peut apporter des idées, ça donne vraiment un coup de fraîcheur et c'est comme ça qu'on se gagne un business du coup. C'est un peu, quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, c'était un peu ma crainte. C'est-à-dire que j'étais là, je démarre, en plus je débutais dans ce secteur-là, enfin dans ce métier, et tu te retrouves un peu, t'es seul face à tes doutes, tu sais pas trop comment prendre la chose, tu échanges peut-être avec d'autres personnes mais qui sont aussi débutants, et aujourd'hui, clairement, rien ne me fait peur, dans le sens où, alors peut-être que un client va me dire, voilà, il faut faire ça, etc. Je peux lui dire, je ne sais pas comment le faire là à l'instant T, mais je peux tout à fait t'apporter une réponse et voir comment on peut travailler ensemble. Donc, pour ça, moi, c'est aujourd'hui, mais t'as tout à fait raison, c'est aussi l'objectif, c'est montrer à des community managers qui peuvent vraiment se fier à l'intelligence artificielle, rester maître, on va dire, de l'outil. Aujourd'hui, c'est toi qui drive l'IA, c'est pas le contraire. C'est vraiment mon but en fait. Je pense que l'intelligence artificielle, on l'a vu pour plein de métiers, t'accompagne vraiment. Oui. C'est un vrai allié, on va dire. Ah oui, c'est comme une révolution. Il y a eu Internet, il y a l'IA. Donc avant Internet, si les gens ils disaient ah non mais moi j'ai pas envie d'aller sur Internet, du coup elle était obsolète. Et maintenant, il faut aussi accueillir l'IA, il faut l'utiliser, peu importe qu'on fasse, peu importe quel est son métier ou pas, il faut vraiment l'utiliser dans tous les domaines de la vie, c'est très important. Complètement. Et du coup, avec toutes les compétences que tu as, tu t'es pas dit, tiens, je vais pourquoi ne pas aider des personnes à devenir community manager au lieu d'aider les community managers? Écoute, très bonne question, parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus... je pense que j'ai beaucoup plus de valeur à apporter à des community managers qui démarrent parce que j'ai été à leur place et je me sens peut-être plus à l'aise en tout cas, et c'est là où je pense apporter plus de valeur en tout cas dans ce que je fais. Et peut-être que plus tard dans quelques années, c'est peut-être un objectif, en tout cas là aujourd'hui, mon but c'est vraiment d'accompagner des community managers, alors qu'ils soient experts ou pas, parce que c'est que je parle souvent de débutants, mais aujourd'hui tu as aussi des personnes qui sont dans le métier depuis plus de 10 ans, qui n'utilisent pas forcément. Mais c'est à creuser effectivement. Ouais, parce que je pense que ça pourrait être intéressant, étant donné que t'es passé par là, c'est ton histoire, c'est ton chemin. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de personnes intéressées
au lieu d'arriver en Thaïlande et de chercher un boulot qui peut être plus ou moins difficile, eh bien, se dire, tiens, je suis nomade digital, ça pourrait être intéressant, ça leur permettrait d'avoir le work permit et d'avoir des compétences à travailler. Alors, je pense à un truc, est-ce que tu as des locaux ou est-ce que tu travailles de la maison et tout le monde travaille de la maison? Ouais, et non, je travaille de la maison. Principalement. Alors quand je dis de la maison, quand j'ai mes coachings, je suis à la maison. Mais voilà, j'essaie vraiment d'aller dans des cafés. Alors là, ça c'est l'avantage à Bangkok. T'as énormément de cafés et tu peux rester autant de temps qu'on veut. On va pas te mettre dehors parce que t'as pas consommé ou que t'as terminé ton café. Et puis ici, t'as des cafés qui sont juste dingues, quoi. Donc ça te change un peu de l'ordinaire. Et le gros avantage des cafés à Bangkok, c'est que tu peux aller, donc tu peux travailler et tu peux aller aux toilettes et laisser ton PC sur la table. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ça, en génial. France, tu es obligé de l'emmener pour aller aux toilettes. Tu l'emmènes aux toilettes, tu l'emmènes partout. Non, là, c'est vrai que c'est pour ça, c'est top. Moi, je me remets beaucoup en question par rapport à... C'est bien de travailler à distance, d'être digital nomade. Le mot, il est super bien. Mais parfois, on sent un petit peu cette solitude d'être sociable. Et je me dis... tu te dis pas, toi, par exemple, j'aimerais bien d'ici quelques années avoir mes propres locaux, voir mes collègues, mais ce sont en fait des personnes qui bossent avec moi, échanger avec eux, prendre des cafés, faire des sorties, tu peux en faire à l'extérieur, mais non, ça te dit d'avoir des locaux ou pas? C'est justement un de mes objectifs en 2025. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des locaux, parce que moi, je t'avoue que j'ai toujours travaillé dans des bureaux, et puis en plus en tant qu'ancienne RH, où le côté social, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, échanger avec les collègues, enfin voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas de collègues avec qui, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de rigoler, ça c'est ma façon de travailler, c'est-à-dire que j'ai besoin de cette légèreté, de venir au travail, d'être chez moi et d'avoir cette légèreté, on va dire, mais voilà, quand il faut bosser, on bosse, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque, t'as raison, parce que aujourd'hui, voilà, les seules réunions ou les échanges que tu peux avoir, c'est on a Slack ou Discord. On utilise énormément Discord où voilà, là, t'as des échanges, des messages, mais ouais, c'est différent. Alors mon seul collègue aujourd'hui, c'est mon mari qui a aussi son bureau. On a le bureau, nos bureaux en tout cas dans la même pièce, donc voilà. Mais lui, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille comme ça, et lui, pour le coup, c'est plus compliqué. Lui ne voudrait pas changer. Ouais, je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Mais oui, ok, top. Comment tu gères ton budget mensuel pour vivre en Thaïlande? Par exemple, une personne qui voudrait commencer à vivre en Thaïlande, il faut compter à peu près combien comme budget? Alors ça, c'est souvent on a ce genre de questions sur les groupes sur Facebook. C'est tellement, ça dépend de tellement de choses. Déjà, ça dépend de là où tu vis, à Bangkok. Moi, je suis sur Tonglor. Tonglor, c'est un quartier qui est un des quartiers, je pense, le quartier le plus cher, on va dire, de Bangkok, avec Phrom Phong. Donc, il y a ça. Ensuite, tu as la façon dont tu veux manger finalement. Est-ce que tu veux manger à la thaï? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a tellement les appartements, même à Tonglor, t'as de tout. Donc ça dépend tellement de paramètres. Moi aujourd'hui j'ai 2 enfants, les 2 sont scolarisés, donc il y a ça aussi. Et 2000 €. Voilà. Alors non, le petit est dans une crèche, moins cher, 100 000 € l'année. Mais en tout cas il y a moins de vacances que le lycée français, donc ça déjà c'est génial. Mais ouais, ça dépend de tellement de paramètres. Ouais, non mais je comprends, et c'est vrai, et c'est carrément même, je dirais. Non mais t'as raison, je dirais même une question inutile, puisque ça dépend vraiment de la personne, et en fait il y a de tout, c'est vraiment tu fais ce que tu veux. Après ça, du moment où tu quittes la France, si t'arrives à vivre en France, t'arriveras à vivre en Thaïlande, mais après c'est comme tout, c'est par rapport à ton train de vie. C'est ça, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette interview passionnante avec Aina. Si elle a pu réussir à tout recommencer en Thaïlande, alors vous aussi, vous pouvez transformer vos rêves en réalité.
Ce pays offre des opportunités incroyables, une qualité de vie unique et une ouverture culturelle inégalée. Ne laissez pas vos doutes freiner vos ambitions. Rejoignez la première communauté française dédiée aux expatriés en Thaïlande et à ceux qui préparent leur grand saut vers le pays du sourire. En devenant membre, vous aurez accès gratuitement à la formation la plus complète du marché sur l'expatriation en Thaïlande, une formation premium sur la création d'entreprises, habituellement vendue à plus de 3000 €, et même des cours pour apprendre la langue thaï. Tout est prêt pour vous aider à réussir votre projet. Cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre et commencez dès aujourd'hui à bâtir la vie de vos rêves. Quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté directement dans la communauté.